On va attaquer. Encore une fois, bonjour à tous. Encore merci d'être là. Et également, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Du coup, au cours de ce webinaire, nous, on a décidé de mettre en lumière toutes ces belles startups françaises qui développent l'Health Tech de demain. C'est pour ça que on va se concentrer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, plus communément appelée IA, dans la santé. On sait que c'est un domaine qui est vraiment en pleine expansion aujourd'hui et qui est promis un très grand avenir en France, au cœur de la médecine du futur, sur tout ce qui est opération assistée, suite patient à distance, les prothèses intelligentes, etc. Et du coup, pour traiter de tous ces sujets, on a la chance d'être face à des experts. Et du coup, avant de vous donner la parole, moi, je vais me présenter en quelques mots. Du coup, je suis Babatunde, tech recruteur à Urbalinker, qui est un cabinet de recrutement spécialisé tech pour l'écosystème startup français et européen. Du coup, on accompagne au quotidien les acteurs du digital, que ce soit des startups ultra early jusqu'à la scale-up, et également quelques grands groupes dans des domaines d'activité qui sont tous divers et variés, dans des sociétés où leur domaine d'expertise peuvent être l'IA dans la santé. Et du coup, on a la chance de recevoir Arnaud Rosier. Bonjour. Bonjour Arnaud. Et du coup, également Vincent. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour Baba. Bonjour. Et Emmanuel. Bonjour à tous. Nickel. Bon, bien sûr, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous, on va attaquer du coup sans plus attendre. Et pour être précis, pour ceux qui n'auront pas la chance de rester tout au long du webinar, il est enregistré, il sera disponible en rediffusion sur nos réseaux sociaux. On va essayer de se limiter à 1 heure, même si on va traiter des sujets qui sont assez passionnants, donc on va essayer d'être efficace. Si je peux te laisser la main, Arnaud, du coup, si ça te convient, d'un peu nous expliquer ton rôle, ce que fait Implicity et concrètement comment s'intègre l'IA dans ta société. D'accord. En quelques mots, moi je suis cardiologue électrophysiologiste à la base, c'est-à-dire que j'implante des pacemakers, des défibrillateurs et je suis les patients qui ont des problèmes de rythme cardiaque. Implicity, qui est une société que j'ai fondée il y a 4 ans avec mon associé David, est une société qui cherche à fournir aux médecins les meilleurs outils de télésuivi dans le domaine de la cardiologie des patients à distance, avec une particularité qui est qu'on s'intéresse notamment aux patients équipés de prothèses cardiaques connectées, donc des pacemakers défibrillateurs qui envoient des données tous les jours qui permettent de suivre les patients à distance, qui sont bourrés de capteurs. Et étant donné qu'on reçoit ce flux de données depuis en fait, les fabricants de matériel qui ont leur propre cloud vers notre cloud qu'on met à disposition des médecins, on a un espèce de déluge de données qui s'abat sur les médecins. Et en même temps, on sait que ça a beaucoup de valeur pour suivre les malades. Et l'IA intervient dans ce contexte-là, soit pour faire de la productivité, c'est-à-dire pour essayer d'enlever du temps passé par les médecins, soit pour faire de la prédiction, c'est-à-dire pour améliorer encore la prise en charge des patients. Merci beaucoup pour ces détails. Vincent, je te laisse la main également, du coup, pour un peu te présenter ce que fait ta société. Eh ben, merci. Oui, je suis Vincent Perlbach, donc président et directeur scientifique de Brentel. Donc, Brentel, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018 sur la base de travaux de recherche qui ont été effectués principalement à la Pitié-Salpêtrière à Paris sur des technologies de post-traitement de données d'IRM cérébrales avec des séquences un peu particulières qui permettent de traquer et de mesurer surtout la densité de fibres de matière blanche dans le cerveau. Et en fait, on a développé autour de ces technologies-là d'abord des process de calibration qui sont importants dans le domaine pour rendre, en fait, transformer l'IRM en un outil d'imagerie vers un outil plutôt de biologie, hein, donc faire du biomarqueur en imagerie. Donc c'est vraiment la voie vers laquelle se dirige l'imagerie. Et puis, on a associé à ces marqueurs des modules d'IA ou machine learning, ou n'importe comment on les appelle à ce niveau-là, où l'ambition et donc l'objectif est de faire des modèles pronostiques chez des patients cérébro-lésés, donc pris en charge soit en neurologie, soit en réanimation, pour l'aide à la décision. Donc, on est vraiment sur des outils d'aide à la décision, avec l'enjeu, on en parlera après,
délivrer une information que le médecin, les équipes médicales au sens large et même les familles des patients sont capables d'intégrer à leur décision, à leur process de décision qui existe déjà, évidemment. Voilà. Super clair. Il y a Arnaud qui a été. Ah, d'accord, il revient. Super. Tac. Écoute, merci Vincent pour ces précisions. Emmanuel, du coup, à toi. Moi, de mon côté, je suis CEO et cofondatrice d'Akemia. Akemia, en fait, c'est une start-up qui est une spin-off de l'ENS dans laquelle on fait de la recherche de médicaments par ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de manière générale, faire de la recherche de médicaments, ça veut dire chercher une molécule qui va inhiber une protéine cible qui joue un rôle important dans une maladie. C'est un peu comme chercher une clé qui irait verrouiller une serrure. Et nous, notre métier, c'est d'inventer des clés. Et on fait ça, en fait, en combinant de l'intelligence artificielle générative qui va inventer des clés et des algorithmes uniques de physique théorique qui savent prédire si la clé sera efficace sur la cible thérapeutique. Et ça, de manière précise et 10 000 fois plus rapidement que le marché, grâce à une technologie qu'a développée mon associé Maximilien Levesque pendant 10 années de recherche à l'ENS. Et pour donner un peu de contexte sur Akemia, nous, on a créé la société en 2019, on est maintenant une quinzaine, et on vient de signer en décembre notre premier contrat avec Sanofi sur Covid, donc on avance. Voilà. Écoutez, merci tous les trois du coup pour toutes ces précisions sur vos sociétés. La première question que je serais amené du coup à vous poser, là le but c'est vraiment qu'on puisse faire un échange ensemble sur concrètement l'application de l'IA dans la santé vraiment au global aujourd'hui. On sait que concrètement pour toutes ces avancées technologiques font que l'IA commence à devenir un outil un peu incontournable pour essayer de prendre de vitesse les sujets médicaux sur lesquels on est amené à être contraint et faire face. Peut-être Arnaud, je ne sais pas si tu as un peu plus de détails à nous donner sur pourquoi tu as voulu mettre en place l'IA au sein de ta société. Alors, ce qui est marrant, c'est comme souvent dans les boîtes françaises, je trouve, c'est que finalement, quand on s'écoute là tous, on voit qu'il y a souvent une histoire de labo de recherche à l'origine. Et c'est pas très étonnant, parce que j'ai l'impression qu'on est pas mal un peuple d'ingénieurs et de chercheurs, et c'est sans doute un des avantages qu'on a par rapport à d'autres pays, et il faut qu'on en profite. Et moi, je n'échappe pas à cette règle, puisque je me suis intéressé à ce sujet d'IA qu'à l'époque, on n'appelait pas vraiment de l'IA, pour être honnête. Quand j'ai commencé moi en 2007 dans un labo de recherche à Rennes, une thèse de sciences, donc comme d'autres. Et le sujet, c'était finalement, je me suis dit, sur quoi je peux travailler qui fait sens dans mon domaine, quoi, et qui aura un intérêt dans 10 ans. Et j'ai commencé à travailler sur des méthodes à l'époque qui étaient des méthodes plutôt de modélisation des connaissances, des méthodes issues du web sémantique, et qui étaient ce qu'on appelle le good old fashion AI, c'est-à-dire l'IA, mais avant le deep learning, quoi, l'IA old school en quelque sorte. Et c'était plutôt des choses à base de règles logiques, à base de etc., etc. Donc il y a toute une diversité dans l'IA. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, les gens, en règle générale, sous-entendent, ou en tout cas quand on ne précise pas, sous-entendent au moins machine learning souvent, donc apprentissage machine, voire même apprentissage profond, parce que ce sont des techniques qui, à juste titre, dans certains cas d'usage, permettent de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, et avec une certaine efficacité, disons. Donc c'est justifié en partie pour ça, mais c'est un domaine plus vaste. Et donc, juste pour répondre à ta question, moi, c'est finalement un héritage de laboratoire académique, comme j'ai un peu l'impression de mes collègues, qui fait que je m'y suis intéressé, et par-dessus, l'envie de répondre à un besoin et l'envie de résoudre un problème, et l'aspect business a pris le dessus, et après, il y a des accidents de parcours qui fait qu'on crée des boîtes. Mais je pense que c'est souvent dans ce cas, ce sera intéressant de voir mes collègues, mais j'ai l'impression que c'est dans cet ordre-là, souvent, et je ne sais pas si c'est un bon ordre, mais c'est comme ça que ça a commencé. Et ce qui est certain, c'est que nous, en tout cas, il y a un vrai aspect de, quoi qu'il arrive, les humains ne sauront pas faire ce qu'on a besoin de faire, ou en tout cas pas de façon, avec un passage à l'échelle sur le plan des ressources, quoi. Et en santé, on a cette particularité que les ressources sont limitées, ce qui est le cas de beaucoup de domaines, donc ça, c'est pas spécifique à la santé, mais par contre, l'essentiel des ressources en santé sont payées par la société.
Et donc, on ne craint pas le chômage en santé. On ne se dit pas, ah, mais si on enlève du boulot, il y aura moins besoin d'infirmières. Personne ne craint ça. On se dit au contraire, moins on aura de trucs à faire et plus on va pouvoir automatiser certaines choses et faire mieux certaines choses, plus on aura de la ressource pour faire parler avec le malade, enfin pour faire d'autres choses. Donc je pense qu'on est dans un contexte un peu particulier. Clairement, je ne sais pas si justement Emmanuel ou Vincent, vous faites ce même écho avec Arnaud sur le fait qu'il y avait d'abord cet aspect recherche, puis ensuite commercialisation de vos solutions. Pour reprendre ça existait déjà depuis bien longtemps, tout à fait. On n'a pas attendu les super publics, les choses comme ça, un peu fancy d'il y a 5 ans pour faire ce genre de choses, et notamment dans les pharma, qui est développé depuis très longtemps, ce qui s'appelle des modèles QSAR, où en fait c'est de la corrélation pour comprendre les propriétés chimiques de molécules sans avoir besoin nécessairement de les tester, et puis anticiper les résultats en fait du in vitro et du in vivo. Et puis les essais cliniques, c'est des stats. Donc de manière générale, ça fait longtemps que les gens sont habitués à jouer avec des chiffres et à prédire des choses. Là où il y a une différence, c'est vrai qu'il y a une accélération depuis quelques années des choses qui sont disponibles off the shelf et qui peuvent être très performantes assez rapidement, ce que décrivait tout à l'heure Arnaud. Nous, pour rentrer plus précisément sur ce qu'on fait chez Akemia, c'est un peu particulier parce qu'on utilise de l'IA, alors plusieurs types d'IA, mais en particulier un type d'IA qui est de l'IA générative, où l'objectif, c'est pas de prédire des propriétés, mais c'est d'inventer des choses. Comme des IA, vous avez vu, qui peignent des tableaux. Nous, on peint des tableaux, on invente des molécules, on dessine des molécules. Et en fait, on utilise, pour prédire la propriété d'affinité avec une cible, de la physique théorique. Et c'est vraiment la combinaison de ces deux choses-là. On apprend à notre IA à générer des molécules qui sont efficaces physiquement, qui fait notre différenciation chez Akemia. Et pourquoi on a fait ça? C'est qu'un des gros enjeux de l'IA dans la santé, c'est la donnée. C'est-à-dire si on veut pouvoir prédire quelque chose, on a besoin de s'entraîner sur des données. Et en l'occurrence, quand on fait de la recherche de médicaments, une des données, une des choses critiques qu'on cherche à prédire, c'est si une molécule va être efficace sur une cible. Or, chaque nouveau projet, c'est une cible différente, donc des données différentes qu'on n'a pas, parce que si on avait déjà toute l'information des molécules qui s'accrochaient à la cible, on n'aurait pas besoin de faire de la recherche, on aurait déjà la réponse. Et donc, en fait, on utilise de la physique théorique pour prédire ça, mais l'IA est extrêmement utile pour nous parce qu'elle nous permet d'automatiser, entre guillemets, un processus de design, tout en étant guidé par la physique théorique, pour proposer des molécules intéressantes. Donc, c'est une approche un petit peu différente, et puis des algos de machine learning un peu particuliers, qui d'ailleurs a des problématiques d'un point de vue recrutement derrière, on en parlera ensuite. Mais voilà, c'est pour dire, c'est un éclairage peut-être un petit peu différent aussi d'un point de vue technique IA qu'on a de notre côté. Ok, très bien. Je sais pas, est-ce que Vincent, peut-être que tu as des points que tu aimerais ajouter? Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Arnaud, il y a effectivement, moi j'ai commencé en 2007 à travailler sur ces sujets-là aussi, et effectivement, les technologies qu'on utilise sont des technologies qui sont relativement accessibles. L'enjeu pour nous est d'adresser les bonnes questions avec les outils et les bonnes questions cliniques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, pour faire de la prédiction, la question de la prédiction en neurologie, c'est la question qui existe depuis toujours. C'est-à-dire comment va évoluer le patient et qui existe dans la plupart des spécialités médicales. C'est que comment on traite le patient en fonction de ce qu'on connaît de lui et de ce qu'on peut prédire sur l'évolution de sa maladie en fonction de ce qu'on connaît de lui. C'est-à-dire que la médecine a toujours été basée sur de la connaissance. Alors, la connaissance effectivement, qui est celle de ses pairs et des pairs d'avant, c'est-à-dire que la connaissance en médecine sur les différents cas, intégrer sans fin d'information, puis chaque médecin intègre sa propre expérience. Ce que rend possible l'intelligence artificielle, c'est d'accélérer ce processus d'apprentissage, et en particulier de pouvoir le faire dans un monde où la production de données mesurées sur les patients explose. C'est-à-dire que c'est le médecin lui-même est pas aujourd'hui capable de traiter l'ensemble de ces données, et même au cours de sa vie, il ne sera pas capable d'intégrer l'ensemble de ces données sur l'ensemble des patients qu'il a vus, lui ou ses pairs. Donc en fait, ça accélère ce mouvement, et finalement, l'IA dans ce contexte-là, c'est un peu notre cheval de bataille, se contente de reproduire ce qui se fait en médecine depuis toujours, c'est-à-dire comment bien mesurer le patient et comment intégrer ces nouvelles mesures dans un contexte du patient, c'est-à-dire c'est l'histoire naturelle de sa pathologie et son propre contexte, voilà, sa propre
vie, environnement, et puis utiliser ces informations-là, les intégrer pour en faire un score pronostic ou pour en faire un modèle une prédiction d'évolution. Et du coup, avec ces informations-là, aider la prise de décision et la prise en charge du patient. Finalement, c'est une cesse de continuité, finalement, c'est pas une révolution. C'est une révolution en termes de capacité à intégrer de l'information rapidement. Mais finalement, en médecine, les questions restent les mêmes. Prendre en charge un patient, c'est prendre en charge un patient en fonction de ce qu'on connaît de lui et de ce qu'on peut prédire sur son évolution. Alors, vous avez tous les trois donné un point que j'ai relevé, c'est le mot sur l'utilisation de la donnée. Aujourd'hui, les solutions qu'on avait il y a en 2007 ou en 2005, c'était des innovations technologiques qu'on n'a pas aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous faites ce travail de nettoyage de la donnée, entre guillemets, pour la récupérer et vous reposer sur toutes ces données qu'on a accumulées au cours du temps, et vous dire ces données-là, on pourra les utiliser pour nos modèles précis à nous et d'autres données qui ne sont du coup pas utilisables? Je ne sais pas qui veut partir. Moi, je veux bien dire un mot là-dessus rapidement. Oui, la donnée essentielle, évidemment, dans notre domaine, c'est des data science, c'est de la science des données. Donc, on essaie de capable de capter de l'information dans des données. La difficulté dans certains domaines, dans le mien en particulier, c'est que effectivement, c'est des données qui peuvent être relativement rares et que les technologies d'acquisition de ces données-là peuvent progresser. Donc, effectivement, il y a toujours un compromis à trouver entre être à la pointe de la technologie en termes de captation de données et être capable malgré tout d'utiliser des données de moins bonne qualité pour extrapoler des modèles sur la suite. Donc, la qualité des données, elle est essentielle dans ce domaine-là. Donc, il y a effectivement un travail de captation de données de qualité. Et après, il y a être capable de capter des données dans un contexte on va dire, de laboratoire et être capable, parce que c'est ça l'enjeu, de capter des données de qualité, on va dire, approchante dans la vraie vie réelle pour que, effectivement, les modèles qu'on développe potentiellement dans des laboratoires puissent être utilisés dans le contexte clinique. Ok, très bien. Vous avez peut-être ces mêmes exercices à faire chez toi, Emmanuel, ou chez toi, Arnaud? Moi, c'est un peu particulier dans le sens où les données qui seraient importantes pour nous, c'est des données de propriétés physico-chimiques de molécules ou de leur affinité par rapport à une cible. Et ça, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par définition, elles n'existent pas forcément quand on arrive sur un nouveau projet. Et donc, en fait, dans notre domaine, en tout cas, on est assez convaincus que ceux qui peuvent construire leur avantage compétitif, c'est soit ceux qui sont capables de générer leurs données par de la physique, ce qui est notre cas, donc sur ordinateur et par des calculs, soit qui ont leur propre labo, entre guillemets, qui sont capables de faire leurs tests, générer un certain nombre de data points qui sont pertinents pour être capables ensuite d'extrapoler et de prédire des choses nouvelles un peu plus loin. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que non seulement la data est rare, mais en plus, elle n'est pas forcément toujours pertinente parce qu'en fait, on a plusieurs sets de données qui sont faits avec des protocoles expérimentaux différents et puis alors du coup, la prédiction ne veut plus dire grand-chose. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on se crée de l'avantage en récupérant quand elle existe, mais surtout en créant de la donnée qui est intéressante, qui permet d'entraîner les bons modèles. Ok, très bien. Et pour rebondir sur Emmanuel, je pense que c'est assez trivial de dire… Alors, son cas est assez particulier, Emmanuel, parce qu'effectivement, elle génère… elle génère un certain nombre de choses sur une base de connaissances de propriété, on va dire. C'est assez trivial dans l'IA de se dire que la data, c'est le carburant, qu'il faut la nettoyer, etc. C'est trivial, mais c'est néanmoins vrai. Et je dirais, il y a deux types de données. Et il faut comprendre que l'IA fait le lead de l'IA, c'est la digitalisation. Et la particularité dans la santé, c'est que la digitalisation est un phénomène compliqué et qu'on parle toujours de l'inertie, on parle toujours pour rigoler du dossier médical, enfin pour rigoler, en tout cas moi j'en parle pour rigoler parce que c'est plutôt une histoire où on aimerait pouvoir en rire, du dossier médical patient, et on n'a toujours pas un dossier numérique auquel on peut accéder, et même si on en avait un, on n'aurait même pas les données structurées à l'intérieur encore. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que en fait, digitaliser des étapes dans n'importe quel workflow professionnel, ça crée de la friction. Et le monde de la santé est un monde déjà incroyablement frictionnel, avec une énorme hétérogénéité de métiers et avec un
un enjeu, une exigence de qualité incroyablement élevée. C'est ce qu'on oublie souvent de dire. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas du 99%. Ça ne leur suffit pas. Donc ça rajoute à cette espèce d'inertie, complexité de digitalisation. Et quand il n'y a pas la digitalisation depuis un certain temps, il est compliqué de récupérer, notamment dans le contexte clinique, des données. Et je résumerai en disant qu'il y a deux types de données. Il y a les données qu'on arrive à obtenir et il y a les données dont on a besoin. Et c'est souvent pas les mêmes. Donc nous, on a de la chance d'avoir finalement tout un flux de données physiologiques qui viennent de dispositifs médicaux implantés dans les malades, qui collectent automatiquement la donnée, qui les transmettent automatiquement. Donc c'est une mine d'or dans le sens où ces données-là, elles existent et elles sont fiables et elles ont un intérêt. Néanmoins, on a toujours la problématique de récupérer des données cliniques de pronostic du patient, par exemple. Savoir ce qu'il advient du patient, parce qu'au bout du bout, c'est ce qu'on cherche souvent à prédire. Et ces données-là sont beaucoup plus difficiles à capturer. Et c'est notamment une des raisons d'être du Health Data Hub ou d'autres initiatives où on essaie d'avoir un effort commun pour justement récupérer ces données pronostiques qui ont toutes les données qui sont dans le temps sont les données dont on a besoin pour prédire des choses, par définition. Ok, nickel. Tac. Bah, écoutez, je vous propose il y a pas mal de questions qu'on nous pose là actuellement en direct. Il y a une question de Ibrahim qui demande en fait qu'il a souvent entendu parler de boîtes noires dans l'IA en rapport avec la médecine et il voulait savoir du coup ce que vous pensez de ça. Alors c'est une question assez classique. Peut-être en quelques mots, on a parlé du machine learning. Il y a plein de différentes méthodes de machine learning. Mais quand on va vers le deep learning et toutes ces méthodes d'apprentissage, on est souvent dans de la boîte noire au sens où un humain ne va pas pouvoir faire sens de façon complète de la manière dont fonctionne l'algorithme, on va dire, pour résumer. Et il y a une forme d'imprévisibilité de l'algorithme, au sens où il fait des choses que nous, on ne sait pas quel va être le résultat. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande, puisqu'on lui demande de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc c'est cohérent. Néanmoins, pour les professionnels de santé, c'est parfois, en fonction du contexte, c'est parfois un problème ils ont besoin de pouvoir faire confiance à l'algorithme. Et il y a une tension entre des choses incroyables que l'IA pourrait potentiellement nous aider à faire, même si on n'a pas encore tant d'exemples que ça. Mais on a quand même des exemples, notamment dans l'imagerie ou dans le pharma et un certain nombre de choses. Et le fait que les professionnels soient d'accord pour s'en servir et fassent confiance à l'algorithme. Et je crois qu'il y a tout un chemin qui évolue à la fois vers des nouvelles techniques où on arrive à expliquer comment ça fonctionne dans une certaine mesure, et en même temps un chemin vers de l'adoption où les professionnels doivent tout simplement se saisir des algorithmes et décider à quoi ils sont capables de faire confiance ou pas sur des systèmes black box, donc de boîte noire, où on ne sait pas exactement comment se prend la décision, avec un énorme enjeu sur les biais dans l'IA liés à la manière dont on développe nos algorithmes, qui est à mon avis un enjeu colossal. Ouais, je peux rebondir là-dessus parce qu'effectivement, voilà, l'effet boîte noire, il est au cœur de l'adoption de l'IA en santé quand on parle effectivement d'outils d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la compréhension et je dirais presque la conviction du professionnel de santé sur ces outils-là qui font partie de son adoption plus ou moins rapide. Et puis il y a la dimension patient ou famille de patients, c'est-à-dire comment ensuite le médecin utilise les informations qui lui sont fournies par ces outils d'IA pour expliquer ou on va dire argumenter une décision auprès des patients. Effectivement, il a besoin pour expliquer une décision de la comprendre lui-même, c'est-à-dire qu'il a besoin de se l'intégrer et de la comprendre. Donc c'est effectivement une tension, voilà, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas simplement de convaincre le médecin lui-même, mais c'est nécessaire, mais c'est sans doute pas suffisant parce qu'il y a cette dimension aujourd'hui patient, famille de patients, parce qu'il y a une vraie révolution quand même en médecine où le patient s'approprie quand même sa propre santé. Il y a une volonté beaucoup plus forte qu'il y a même 30 ou 40 ans des patients à comprendre les décisions et même à pouvoir décider en partie pour eux-mêmes des chemins thérapeutiques qui peuvent être pris. Donc voilà, donc cette nécessité de comprendre est souvent est contradictoire avec effectivement cet effet boîte noire. Donc
faut trouver le bon compromis, toujours, pour que cette adoption se fasse graduellement en médecine. Et j'en profite, je rajoute un éclairage qui est un peu différent dans le sens où, avec notre IAN, où les personnes à qui on parle, ce n'est pas les professionnels de santé, c'est les professionnels de recherche de médicaments, donc dans des pharma et dans des biotech. Et là, même chose, en fait, en démarrant, en créant la startup, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que le secteur de la pharma est le secteur qui investit le plus dans sa R&D, de l'ordre de 17% de ses ventes, loin devant l'aérospace, ce genre de choses. Et pour autant, qui a un de ceux qui a le moins utilisé aujourd'hui les nouvelles technologies, de manière générale, mais en particulier l'intelligence artificielle. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce biais, mais qui est très sain aussi, à la fin, il y a un patient, puis entre-temps, il y a des animaux, puis entre-temps, il y a des boîtes de pétri. Tout ça, c'est des proxys successifs. Et l'ordinateur est un tout premier proxy dans la chaîne, à quel point on lui fait confiance ou pas. Et donc, du coup, il y a cet enjeu, effectivement, si on ne sait pas expliquer comment fonctionne l'IA, les gens ne font pas confiance. En plus, au début, il y avait un good buzz sur le sujet. Les gens pensaient que c'était de la magie, que ça allait faire des choses incroyables, ce qui n'est pas le cas, notamment pour les enjeux de données dont on parlait tout à l'heure, qui sont très pragmatiques. Donc, il y a des attentes qui ont été déçues. Donc, il faut revenir de ça ensuite derrière. Donc, il y a tout un processus, entre guillemets, psychologique et puis un pas en avant des deux côtés, à la fois des gens qui maîtrisent l'IA, qui ont besoin d'essayer de montrer et de convaincre qu'effectivement, la black box, qui par définition en est une, parce qu'elle sait faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, comme vous l'avez bien dit, en fait, elle peut être utile, elle amène des choses intéressantes. Et puis de l'autre côté, changer ses modes de fonctionnement et faire un pari sur de nouvelles technologies qui peuvent amener des réponses à des questions qu'on se pose depuis très longtemps, qui sont toujours les mêmes. Comment on guérit des patients, comment on trouve des médicaments. Et juste pour finir sur ça, très brièvement, je pense qu'au bout du bout, les gens sous-estiment à quel point la médecine est incroyablement pragmatique. Et ce pragmatisme, il a comme corollaire la preuve clinique. Donc finalement, jusqu'à un certain point, si vous prouvez à un médecin que ça marche avec des vrais critères basés sur de la science, ce qui est un débat parfois, il n'y aura pas de problème d'adoption. Parce qu'encore une fois, lui, il fait feu de tout bois, votre médecin, pour trouver une solution pour vous. Et pareil, du côté des patients, l'adoption ne sera pas freinée par le fait que ce soit une black box si les gens ont au moins le sentiment que ça marche, on va dire. Ils n'ont pas forcément les mêmes critères d'adoption. Et donc ce n'est pas forcément un problème. Mais c'est, voilà, on a dit une tension intéressante dans notre domaine. Du coup, tu nous as un peu teasé la suite du débat. C'était par rapport aux différentes barrières que vous avez pu rencontrer sur les questions de preuves cliniques aujourd'hui. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête tout de suite par rapport à ce sujet-là? Je peux commencer aussi. Voilà, la preuve clinique. Alors, nous, effectivement, dans les modèles qu'on développe, notre endpoint, c'est l'outcome, enfin le devenir du patient. Donc, on cherche à avoir ce genre d'informations. On cherche à avoir des mesures à un instant donné, et puis qu'on est capable, on va dire, de corréler, pour faire simple, à un devenir qu'on va mesurer, parce qu'on a besoin de se comparer à la vérité de terrain. Donc, effectivement, c'est complexe de pouvoir capter ce genre de données, parce que c'est des patients qui doivent être suivis sur le long cours. Donc, forcément, ça demande pas mal d'essais cliniques relativement longs pour rassembler des données. Donc, cet enjeu-là, il est au cœur de notre métier. Après la preuve clinique, elle se fait pour nous en deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape très technologique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de prédire correctement? Est-ce que nos modèles prédisent bien? Puis, donc, on peut évaluer une performance, ça c'est correct. Après, en médecine, ça ne suffit pas, en fait. Alors, ça ne suffit pas pour avoir un outil qui va dire que les autorités de santé vont valider à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut avoir un outil qui prédit bien, certes. La performance, c'est comme le disait Arnaud, voilà, les preuves scientifiques que la performance est au rendez-vous sont importantes. Donc, plus les cohortes sont grandes, plus la preuve est forte. Mais il faut prouver que avoir cette information-là dans le contexte de la prise en charge du patient a un impact sur la décision ou sur le parcours du patient. Et ça, c'est des preuves cliniques qui sont souvent beaucoup plus compliquées à obtenir et qui demandent effectivement d'avoir des designs d'essais un peu particuliers et qui sont, encore une fois, peuvent être assez longs à mettre en œuvre. Pour compléter ce que dit Vincent, je pense qu'il y a deux
il y a deux gros sujets sur la preuve. Il y a un sujet qui a un rapport avec la science, le fait que quand vous faites quelque chose pour qu'il y ait une valeur, en tout cas quand vous parlez à des professionnels, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il faut qu'il y ait une preuve quelque part, une évaluation, une preuve. Donc ça, c'est un premier niveau qui est assez évident. Et puis un deuxième niveau qui est beaucoup plus un construct des humains, c'est-à-dire en fait, beaucoup d'éléments dans l'IA en santé sont des dispositifs médicaux, en tout cas, alors peut-être pas ce que fait Emmanuel, mais quand on l'applique de l'IA directement sur des patients et dans la prise en charge, etc., pour des tas de raisons réglementaires et des bonnes raisons souvent, l'IA est un dispositif médical et à ce titre-là, doit être évalué pour pouvoir être mis sur le marché. Donc, il y a tout un socle très important pour nos sociétés qui est d'avoir un système de management de la qualité, en tout point d'être la même chose qu'une société qui fabriquerait un pacemaker ou une valve cardiaque, quoi. Et toute une surveillance après mise sur le marché de ce que vous faites et des conséquences et de tout ce qui peut arriver. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc, il va falloir, entre guillemets, apporter des preuves par rapport à tous ces éléments-là. Et ensuite, encore plus loin sur le chemin, parce qu'à ce moment-là, vous avez juste un produit sur le marché, mais les gens, il n'y a pas forcément de modèle économique. Il y avait une question là-dessus dans le chat. Et ensuite, si vous voulez que, comme on l'a dit, la société paye pour la valeur que vous apportez aux patients ou aux médecins, il faut ensuite aller prouver que économiquement ou en termes de gain médical ou de prise en charge, c'est meilleur que ce qui existe. Et donc là, il y a encore un autre niveau de preuve qui est encore beaucoup plus long à obtenir et beaucoup plus compliqué, et qui nécessite souvent des gros investissements en termes d'études cliniques, qui est de dire, voilà, quand j'utilise mon dispositif par opposition à ne pas l'utiliser, ou mon algo, ou je ne sais quoi, on fait mieux, on fait plus vite, on fait moins cher, voilà. Et donc, après des discussions qui peuvent prendre un certain temps, on peut envisager d'avoir un remboursement sur des dispositions nationales à chaque fois. Donc on a tout un chemin avec une espèce de Graal où au bout, vous pouvez avoir votre produit qui est remboursé. Et là, c'est champagne. Enfin, peut-être vous allez avoir un retour sur investissement, un peu comme pour tous les laboratoires pharmaceutiques. On entend souvent parler du coût de la R&D et ensuite du fait qu'ils gagnent énormément d'argent sur une molécule quand elle réussit, mais avec sur le chemin un taux d'attrition qui est assez considérable, quoi. Donc c'est notamment dans ce contexte-là, donc ça tire plein de tiroirs, hein, ça tire le tiroir de dispositifs médicaux, de réglementation, de remboursement, etc. Mais il y a tous ces aspects-là. Et encore une fois, IA ne veut pas toujours dire dispositif médical en santé, mais IA appliqué sur le patient, souvent, c'est le cas, en tout cas. Et est-ce que toi, du coup, Emmanuel, tu es soumis peut-être à des preuves cliniques qui sont relativement un peu plus différentes que Vincent et Arnaud? Alors, moi, encore une fois, c'est effectivement assez différent. Et ce qu'Arnaud disait, c'est que, faut imaginer donc moi, je travaille dans la recherche de médicaments. La recherche de médicaments, c'est quelque chose qui peut prendre plus de 10 ans. Nous, on est vraiment au début, au moment où il y a l'activité créative d'inventer une molécule qui peut être pertinente par rapport à un mécanisme biologique qui a été identifié en amont. Donc, en fait, on n'est qu'un proxy de la boîte de Petri, qui est même un proxy de la souris, qui est même un proxy des patients en essai de phase 1, 2, 3, qui est même un proxy du vrai patient dans la vraie vie chez lui ou à l'hôpital. Et donc, en fait, on ne porte pas sur nous de preuves cliniques, parce que si on savait prédire dès le début le résultat d'essai de phase 3, ce serait génial et on aurait cru encore plus vite, mais on n'y est pas encore. Donc, nous, le point qui est plutôt intéressant, et pour rebondir aussi sur ce qu'Arnaud disait sur la notion de business model, c'est quoi la valeur qu'on crée. Et à partir de ça, on peut découler un business model. Et nous, la valeur qu'on crée en inventant des molécules qu'on pense efficaces, c'est, parfois, on ne trouve pas. Comme disait Arnaud, le taux d'attrition est très, très élevé. On n'arrive pas toujours à trouver des molécules intéressantes. Et nous, on espère que grâce à notre technologie, on va augmenter la capacité à trouver des molécules intéressantes. Et on va être capable de les trouver aussi plus tôt dans le processus, ou de proposer des backups au cas où celle qui avait été proposée ne marche finalement pas. Et donc ça amène beaucoup de valeur à l'industrie pharmaceutique et aux biotech, pour lesquels vraiment le drug discovery, c'est un enjeu vraiment très compliqué, très time-consuming, très ressource-intensive. Et donc on essaie de les aider en amenant le plus de proxy possible dès le début de leur chaîne de valeur. Et donc ça, à partir du moment où on amène de la valeur, ça se rémunère. Ça peut se rémunérer de plein de façons différentes. Il y a des gens qui vendent du logiciel, il y a des gens comme nous qui font plutôt des collaborations avec un enjeu d'être intéressés au succès des molécules qu'on propose, voire même réfléchir à
trouver nous-mêmes nos molécules, on a perdu Baba, trouver nous-mêmes nos molécules dans des projets internes, qui sera l'étape suivante. Bon, non, justement, je vais faire une petite transition comme on n'a plus Baba. Pour répondre à 2-3 questions, enfin peut-être proposer des réponses à des questions du chat. Il y avait pas mal de questions qui tournaient sur l'utilisation des données, le secret médical, le RGPD, et dans une certaine mesure les standards de représentation de la donnée. Enfin, c'est une question un peu différente. Bon, on est en train de... On comble Baba, t'inquiète. Ok, super, merci. Et donc, sur les questions de RGPD, de secret médical, alors, il y a toute une réglementation là-dessus. Enfin, évidemment que c'est un enjeu, c'est peut-être un enjeu qui nous concerne plus, nous, chez Implicity, que mes 2 autres collègues. Enfin, je ne sais pas, hein, mais du fait qu'on est un outil de soins courants, donc on a des données de patients nominatives. Aujourd'hui, on traite les données quotidiennement de 37 000 patients, 10 000 aux États-Unis, 27 000 en France, qui sont des données nominatives. Donc, vous imaginez que c'est... Enfin, évidemment, nous, on n'a pas accès à toutes les données nominatives, mais c'est des données très sensibles. Et je dirais que c'est incroyablement important, oui, d'avoir en tête ces aspects à la fois de RGPD, qui s'appliquent à toutes les données personnelles, quelles qu'elles soient, pas forcément dans le domaine de la santé, mais qui est un domaine sensible. Le secret médical n'est pas un problème en soi parce qu'on est plutôt dans un cadre d'utilisation des données que dans un cadre de secret médical, qui est un cadre vraiment des médecins. Ce n'est pas exactement le même sujet. Désolé, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que ce n'est pas le sujet du jour. Mais nous, on a été autorisé par la CNIL à avoir accès à des données du Health Data Hub qui vont pouvoir être appairées aux données des patients utilisés dans Implicity quand ils ont donné leur accord ou qui ne se sont pas opposés à ce qu'on fasse de la recherche avec. Et notre ambition, c'est vraiment de pouvoir réutiliser les données des patients pour faire de la recherche, pour améliorer la prise en charge des patients et l'usage des professionnels. Et ce qu'on constate, en tant que médecin, ce que je constate quand on est assis dans un bureau de consultation avec un patient, c'est qu'en fait, quand vous demandez à votre patient s'il souhaite que ces données soient réutilisées, c'est même pas la majorité, c'est que 99,9% des patients vous dites, mais au contraire, enfin, c'est quasiment comme donner son corps à la science, mais de son vivant, sans conséquences négatives, quoi. Et si ça peut avoir un impact, soit sur lui, mais même sur les autres, ou même plus tard sur les autres, tout le monde, bien sûr, est d'accord. Et par contre, quand on se dit, mais est-ce qu'on est d'accord qu'on réutilise les données, juste comme ça, là, il y a un sujet un peu plus de tension, et en France, on est particulièrement sensible à ces sujets, à juste titre, mais il faut aussi qu'on réalise qu'on est très, très, très polarisé sur ces questions. Et donc GDPR est plutôt bienvenu dans le sens où ça commence à poser des barrières minimales, mais il y a encore un gros travail à la fois d'éducation des acteurs à bien faire les choses et d'éducation aussi de la population générale à réellement comment ça fonctionne, quoi. Super. En tout cas, merci pour tous les trois pour toutes ces précisions-là. Et du coup, in fine, c'est que pour pouvoir réussir à batailler dans toutes ces difficultés que vous rencontrez, il va falloir recruter des profils tech qui pourront pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Est-ce que quelles sont du coup les difficultés que vous rencontrez vous aujourd'hui quand vous essayez de recruter des profils pour vos sociétés? On pourrait peut-être essayer de laisser Emmanuel commencer. Du coup, moi, sur la partie recrutement, nous, on a 2 problématiques un peu particulières, un peu différentes. Une qui est de trouver des profils qui sont très spécialisés, typiquement en ce qui s'appelle de la chimie computationnelle, de la biologie structurale. Donc, ça court pas les rues non plus. Donc, il faut trouver ces personnes-là et qu'elles soient intéressées pour rentrer dans l'aventure entrepreneuriale. Et puis, il y a un deuxième type de profils qui sont l'autre partie de notre équipe, qui sont les ingénieurs en machine learning et les software engineers, qui sont des profils plus courants aujourd'hui. Mais pour autant, du coup, l'enjeu, c'est de trouver les meilleurs pour pouvoir les recruter. Et puis, d'avoir aussi des personnes qui ont la curiosité et le goût de l'interdisciplinarité. Et typiquement, enfin, je pense que c'est vrai aussi chez mes collègues ici, mais dans notre métier, c'est vraiment l'IA toute seule n'a pas de sens. Elle est au service de la chimie, de trouver des molécules, et donc et au service à la fin de la biologie même d'ailleurs. Et donc on voit bien que déjà dans ma phrase, il y a 2 ou 3 mots qui en fait n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc il faut que je parle de la partie machine learning et IA, mais c'est même aussi software engineering, de comprendre les problématiques de ses collègues dans l'équipe, d'avoir envie de les comprendre et de les aider et d'arriver à la fin à un but commun.
Et donc, ce n'est pas qu'une question, tout ça pour dire, de compétences techniques pour ces profils qui peuvent paraître courants, entre guillemets, en machine learning et software engineering, mais c'est aussi une façon de réfléchir et d'aborder les problèmes qui est hyper importante et sur laquelle on est très, très attentif lors de nos recrutements. Voilà. Je peux rebondir là-dessus, parce que c'est très juste, du coup, Emmanuel. Moi, effectivement, je partage à 100% ta vision. Effectivement, ces profils data science, machine learning, enfin, voilà, ils commencent à y avoir beaucoup, effectivement, sur le marché. L'enjeu pour nous, comme pour vous deux, je pense, c'est de capter effectivement les meilleurs et ceux surtout qui sont capables d'appréhender la problématique clinique médicale qu'on adresse de la meilleure des manières et en comprenant effectivement les métiers de chacun chez nous et comprenant du coup aussi la vision des utilisateurs, parce qu'on est quand même toujours très orienté utilisateur. Donc voilà, l'enjeu est celui-là. Et pour nous, et je pense que Arnaud pourra aussi dire la même chose, il y a par rapport à ce que tu fais, Emmanuel, un troisième contrainte, troisième pilier qui est la réglementation, c'est-à-dire être capable de recruter ces profils capables ensuite de développer des algorithmes dans un contexte réglementaire ultra contraint, clairement en santé, avec des normes relativement lourdes à mettre en œuvre, en particulier pour des boîtes de notre taille, en fait. Voilà, donc c'est beaucoup de ressources. Et donc, et c'est surtout stratégique, c'est-à-dire que ces développements et ces normes sont des go-no-go pour nous, c'est-à-dire que c'est la différence entre mettre un produit sur le marché ou pas le mettre sur le marché. Donc, c'est vraiment stratégique. Voilà. Ouais, effectivement, je confirme ce que dit Vincent. Il y a plusieurs aspects. Il y a les difficultés, il y a les types de profils qu'on cherche à recruter qui sont difficiles à trouver. Et c'est lié à plein de choses. C'est lié au fait que notre discipline, sur la somme des compétences qu'on veut avoir dans un individu, nos disciplines sont récentes. Donc, en fait, à la fois sur le plan réglementaire, c'est récent. Le règlement sur les dispositifs médicaux a changé. Le RGPD, c'est récent. Le deep learning, c'est récent. Voilà. Et l'engouement et la capacité à avoir de l'investissement dans ce domaine, du coup, augmente en ce moment. Et nos boîtes, elles n'existent pas depuis 20 ans. Donc, c'est quand même significatif. Et dans les profils qu'on recherche, il y a… donc, je ferai effectivement la différence entre les profils tech, notamment, pour parler des profils techniques en général, et les profils data science. Tech au sens développement informatique, et data science au sens vraiment, ingénieur qui va créer un algo, etc., etc. Et dans les deux cas, comme disait Emmanuel, on a ce problème de la compréhension de la santé ou d'un domaine particulier de la santé. Alors, pour Emmanuel, c'est plutôt la chimie, je crois, ou la physique. Nous, ça va être la cardiologie ou les dispositifs médicaux, etc., ou même des données très, très précises. Ça peut s'apprendre, je pense, quand on a la bonne structure en interne. Mais il y a des réflexes et il peut y avoir des a priori sur la manière dont fonctionne le monde médical, par exemple. Et je sais que c'est compliqué d'acculturer les gens. Ce n'est pas forcément indispensable, mais c'est quand même sans doute utile. Sur l'aspect data science, moi, par exemple, j'ai réalisé quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que la méthode scientifique pour des data scientists et pour des médecins n'est pas la même. Et ça, c'est assez surprenant, parce qu'on pourrait se dire, c'est de la science, c'est de la science dure, plus ou moins dans les deux cas. Et les data scientists ont une approche… Alors, il y en a qui ont un bon bagage en stats, en maths, etc., mais ils ont une approche sur le plan méthodologique qui est beaucoup moins radicale que celle des médecins, parfois, qui ont un côté vraiment randomisation, partitionnement des groupes, etc., un truc un peu radical. Et donc, ça, c'est partie des choses un peu étonnantes. Et donc, pour faire simple, je pense qu'il y a assez peu de monde à l'intersection de… La rareté vient de l'intersection, comme disait Emmanuel, c'est-à-dire on a des gens qu'on veut plein de choses avec eux, et voilà. Mais le corollaire de ça, c'est que sur nos capacités à recruter, et on va y venir après, je sais, mais c'est qu'on a le purpose, c'est-à-dire on a la mission, quoi. Et je crois que nous, 99% des gens qui travaillent chez nous sont venus au moins en partie à cause de ça, parce que c'était de la santé. Et enfin, on a le fait que ces compétences rares, ils peuvent les développer chez nous. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui passe dans une boîte comme la nôtre, derrière, alors, c'est des profils qui ont rarement du problème pour trouver du travail, mais
il y a des postes plus ou moins intéressants, je pense, même pour des profils tech. Et je pense qu'ils peuvent développer ça. Mais je vais te laisser aller, Baba, dans ton. Tu as sûrement un ordre dans lequel tu veux qu'on parle des choses. Non, du tout. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, justement. C'est une question que j'allais vous poser. C'est essayer de faire, entre guillemets, la part des choses entre des profils qui vont être, du coup, relativement juniors et que vous allez pouvoir, entre guillemets, façonner pour votre besoin, ou des profils qui sont tout de suite seniors dans un domaine en particulier, ou peut-être qu'il y aurait peut-être une difficulté à ce qu'ils puissent monter en compétence sur vos besoins à vous. Du coup, est-ce que vous êtes plus dans des choix de recrutement sur des profils relativement seniors sur un certain domaine, ou des profils juniors que vous allez pouvoir du coup façonner pour vos besoins à tous? Je vais rebondir directement dessus. Effectivement, ouais, c'est ce que disait Arnaud. On est sur des domaines très jeunes, en fait. Donc, finalement, des seniors, il y en a assez peu. C'est-à-dire que des gens qui ont 10-15 ans d'expérience sur notre domaine, ça n'existe pas en vérité. Voilà, donc c'est forcément des gens un peu plus juniors qu'on cherche. Malgré tout, voilà, des gens qui sortent d'études relativement longues sont pas tout à fait juniors finalement. Voilà, donc c'est des gens qui ont déjà alors des cordes à leur arc avec des parcours en stage, voire des PhD potentiellement. Donc je considère pas un PhD en fin de PhD complètement comme quelqu'un de junior quand il a fait 3 ans de thèse, voilà, avec ce que ça Au moins implique. 3 ans. Au moins 3 ans. Au minimum. Donc voilà. Donc voilà. Et après, il y a pas mal de choses qui peuvent effectivement s'apprendre dans nos boîtes respectives parce qu'il y a cette expertise qu'on a, cette vision aussi, la vision qu'on a sur les problématiques cliniques qu'on adresse. Voilà. Donc effectivement, on cherche des gens qui sont mindés pour être capables d'apprendre aussi, voilà, cette capacité à apprendre, cette capacité à être curieux sur différents domaines, c'est presque aussi important que le parcours d'avant, finalement. Voilà, donc cette différenciation junior-senior, voilà, je n'aime pas forcément. Enfin, on cherche des gens qui ont cette capacité à apprendre, et on peut avoir la capacité à apprendre quand on est senior, mais on peut ne pas l'avoir quand on est junior. Donc Je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Vincent, et pour rajouter quelque chose, c'est que effectivement, peut-être qu'un junior est plus facilement malléable parce que, entre guillemets, parce que il arrive, il sait qu'il doit faire son expérience, etc. Et on peut dire les seniors un peu moins. Après, c'est important. Donc, à la fois que les seniors qui arrivent, de fait, ils n'auront jamais construit toute l'expérience et toutes les cartes dont on a besoin. Donc, il va falloir apprendre ensemble et construire ça ensemble. Mais cela étant, typiquement, c'est peut-être plus vrai dans mon métier, mais quoique, on a aussi besoin de gens qui arrivent avec l'expérience de comment les gens réfléchissent en pharma. C'est quoi leur biais, c'est quoi les choses qui vont les convaincre. Et c'est un peu pareil, et ça, Arnaud est l'incarnation directement de je suis un médecin, je sais comment je réagis, donc en fait, je m'adapte par rapport à ça. Et c'est ça qu'on attend aussi de recrutement senior, au-delà de l'aspect management d'équipe, etc., ce genre de sujet, mais avoir des gens qui ont les réflexes du métier et des différents métiers qu'on adresse pour qu'on parle de la bonne manière aux gens et qu'on adresse les vraies problématiques qu'ils ont, parce qu'on peut s'imaginer des choses de par notre background, de par plein de choses qui ne sont pas forcément pertinentes dans un marché donné. Et donc, c'est aussi ça que les personnes seniors doivent amener en termes d'expertise. Voilà. Ouais, je vais rebondir. Juste pour la boutade, je dis souvent que les médecins sont insupportables, mais c'est d'autant plus vrai qu'en plus, ils peuvent se prévaloir du fait qu'ils ne le font pas pour eux. Et donc ils sont adossés à un mur absolu qui peut déclencher beaucoup de choses. Mais il est effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont capables d'évoluer avec la boîte. Ça, c'est un critère très important parce qu'une start-up, alors il n'y a pas que des start-up, mais une start-up, c'est une boîte qui va évoluer très, très vite. Et moi, ce que je réalise de plus en plus, c'est qu'il y a des gens qui sont capables d'évoluer plus ou moins vite en fonction de leur capacité de travail, en fonction des particularités de chacun, en fonction de ce qu'on leur demande. Et les postes peuvent évoluer dans la boîte, etc. Et souvent,
la boîte évolue plus vite que les individus à l'intérieur de la boîte, ce qui fait que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va aller chercher à l'extérieur des compétences plus seniors, etc. Mais aussi, il y a aussi énormément de gens qui débutent dans des startups qui sont complètement juniors au sens de l'expérience professionnelle, mais qui sont en fait des gens incroyablement talentueux et travailleurs, et qui du coup, finalement, passent à l'échelle en même temps que la boîte, en quelque sorte. C'est-à-dire explosent complètement leur potentiel, et sans doute plus dans une startup que s'ils avaient été dans une autre société où leur poste n'aurait pas évolué aussi vite. Et nous, on a le cas de plein de gens qui ont finalement toujours été au maximum de ce qu'ils pouvaient être dans la boîte, et donc qui changent tous les ans quasiment de qualificatif de job, et finalement, au bout de 2 ans, ils sont presque seniors au sens des réalisations. Et donc, la difficulté, c'est que quand on a quelqu'un qui est stagiaire ou junior et qui arrive chez nous, et ben en fait, on ne sait pas à l'avance quelle va être sa capacité à faire et à progresser, alors que sur un senior, on peut éventuellement se convaincre que sur la base de ses réalisations, on a une idée de ce dont il est capable. Et en France, on est très conditionné sur les diplômes. Alors, on l'est beaucoup moins dans les startups, pour être honnête. Je pense qu'on a beaucoup plus envie de voir l'état d'esprit des gens, la niaque qu'ils ont, l'envie d'aller monter au sommet de l'Everest et leur source de motivation. Mais finalement, plus que les diplômes en tant que tels, à part des cas particuliers. Et ça, je pense que c'est une chance aussi qu'il y a dans nos sociétés, quand on nous rejoint, c'est que le potentiel est assez illimité, quoi. Si la boîte survit, les individus… Enfin, je crois pas avoir rencontré des startups où on avait envie de dire aux gens, attends, toi, c'est pas ton boulot, occupe-toi de ça, et puis reste dans ton coin sur ce truc-là, quoi. Enfin, je veux dire, sky is the limit au niveau professionnel, hein. Si tu veux aller aider ton voisin, enfin, vas-y, hein. Donc c'est… Voilà. Nous, on a énormément de… La plupart de data scientists ont commencé comme stagiaires chez nous. Donc, pour te dire le niveau voilà, enfin, je pense pas qu'on puisse faire plus junior qu'un primo stagiaire. Voilà. Et ensuite, on les a recrutés comme data scientists junior. Et on en a certains qui ont fait des choses incroyables. Moi, j'ai des data scientists dans notre équipe qui ont fait des trucs qui n'ont pas été faits ou qui n'ont pas été mieux faits par des équipes de 10 ou 15 data scientists plus seniors. Voilà. Donc, bon. Donc, je pense que… Non, mais voilà, enfin, donc après, il faut les trouver. Donc, faut… Voilà. Ça, c'est une autre… c'est une autre carte. Ça, c'est… Exactement, là, c'est pour ça justement qu'il y a des cabinets de recrutement comme nous. Mais justement, pour faire un peu un résumé de ce que vous venez tous de nous dire, j'ai l'impression que vous regardez beaucoup plus du coup les soft skills de vos futurs collaborateurs. Est-ce qu'il y a peut-être un skills que vous recherchez tous en particulier qui doit être mandatory pour peut-être votre futur collaborateur qui nous écoute aujourd'hui? Il y en a plein. Peut-être je pense que tu seras d'accord. Enfin, une des choses qui émerge de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est la curiosité et la capacité d'apprentissage, en fait. C'est ça qui drive le potentiel de la personne et à quel point elle va se développer et s'épanouir chez nous et que ça marche pour cette personne-là comme pour notre entreprise, quoi. Pas mieux. J'aime bien le mot curiosité. Non, je pense que le mot curiosité est très très bien trouvé parce qu'en fait, dans curiosité, il y a à la fois le côté, une forme d'intelligence, etc., d'ouverture, mais il y a aussi le côté driver, motivation. Et le fait que les gens dont on a besoin, et les gens dont on a besoin dans tous les domaines, hein, mais c'est des gens qui ont envie et qui ne sont pas là juste pour faire leur 8h, 18h ou leur 9h, 18h ou je ne sais quoi et dire, bon, bah voilà, je devais faire ça, je l'ai fait. Non, c'est des gens qui arrivent avec leurs propres problèmes, leurs propres choses qu'ils veulent. Enfin, on est vraiment dans une logique où encore une fois, l'image de l'Everest est assez bonne, c'est-à-dire que il ne s'agit pas tellement de savoir qui arrive en premier, mais on est tous face à des montagnes et il faut les gravir. Et il n'y a pas forcément de raison si évidente de pourquoi on veut les gravir. Alors oui, il y a plein de potentiel de plein de choses, mais c'est plus un état d'esprit. Et plus l'adversité va être forte, en fait, plus on a besoin de gens que ça va motiver et non pas démotiver. Et donc c'est certainement très important. Il y a probablement en soft skill le fait de savoir travailler en équipe qui est important, mais enfin, on ne peut pas en faire un truc binaire non plus, quoi. Il y a des gens qui travaillent en silo, qui sont extrêmement efficaces et
qui sont des recrutements dans certains cas importants. Moi, je dirais que parmi les soft skills de base, au-delà des aspects liés à la performance, parce que c'est surtout de ça dont on parle depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi les soft skills qui sont liés à l'état d'esprit, on va dire, de vie en communauté et de respect des autres. Enfin, tous ces trucs-là sont assez majeurs dans les startups parce qu'on ne veut pas briser l'alchimie très précaire qui a été souvent facile à mettre en place au début d'une boîte quand il y a quelques personnes qui n'ont rien. Donc les gens sont là, on sait pourquoi ils sont là. Parce que je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de marché forcément, il n'y a pas de business model tout de suite, il n'y a pas de gros salaires, il y a juste des problèmes à résoudre. Donc les gens là au début, on sait pourquoi ils sont là. Puis au fur et à mesure qu'on rajoute du monde, les gens peuvent venir pour différentes raisons. Et cette alchimie, il faut la conserver. Donc ça, c'est un enjeu aussi. Ouais, c'est vraiment construire une équipe de foot, quoi. Enfin, voilà, il faut que l'alchimie, faut que le groupe soit meilleur que chaque individu. Et il faut, voilà, bon, c'est un peu bateau comme image, mais c'est vrai dans nos structures hyper dynamiques. Et effectivement, un mauvais recrutement sur ces soft skills peut être rapidement dommageable et mettre en danger certaines équipes. Donc c'est essentiel pour nous, hein, je pense, enfin je parle au nom des trois, mais voilà, d'avoir ces aspects relationnels. La curiosité est sûre, parce que c'est ce qui motive effectivement et ce qui fait progresser vite avec la chef d'actif. Et puis tout ce qui est relationnel, voilà. Regarder les autres, faire attention aux autres, ça c'est essentiel. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On a eu pas mal de questions aujourd'hui. Je pense qu'on a malheureusement pas trop le temps de pouvoir répondre à absolument tout. Je sais pas s'il y a peut-être un dernier point sur lequel vous vouliez mettre en avant sur votre actualité au sein de vos sociétés respectives ou pas du tout. Pour rebondir sur la fin de notre discussion, peut-être sur le sujet recrutement, est-ce qu'on recrute et si oui, qui je pense que la réponse pour tous les trois est oui, et si on ne serait probablement pas là. Et en ce qui nous concerne chez Akemia de manière plus précise, nous, on est en croissance, donc on recrute un peu sur toutes nos équipes. Alors, en particulier sur la partie que j'évoquais tout à l'heure, chimie computationnelle et biologie structurale, qui sont des profils rares. Cela étant dit, tout candidat motivé, intéressant, intéressé est le très bienvenu pour nous contacter, y compris sur la partie machine learning, la partie software engineering, et également en business and operations, donc il y a un sujet pas du tout technique, mais une startup, c'est pas que des sujets techniques, il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nickel. De notre côté, essentiellement, je dirais data science, y compris des profils seniors. On a un vrai enjeu là de changer encore de catégorie en termes de capacité de l'équipe. Donc, mais de façon générale, je dirais aux gens, on est des structures où on est capable de regarder les candidatures spontanées, je pense. Donc, en fonction des moments, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Ouais, pareil, n'hésitez pas. Nous, effectivement, pour le moment, c'est plutôt des profils software engineering qu'on recherche aujourd'hui pour notre développement. Mais voilà, on est forcément à l'écoute aussi de plein d'autres profils qui vont du business commercialisation, parce qu'on a déjà un produit sur le marché. On va sortir une seconde version là dans les semaines qui viennent. Donc, on a aussi ces volets-là. Donc, voilà. Effectivement, il ne faut pas hésiter à postuler, à venir nous voir, et on sera capable de voir si ça fit. Nickel. Bon, en tout cas, ça fait déjà plus d'une heure qu'on échange. Je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on pourra répondre peut-être dans un prochain webinar. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier tous les trois du temps que vous nous avez accordé pour répondre à nos questions et nous éclairer un peu plus sur ce sujet de l'IA dans la santé. Et j'espère du coup pouvoir refaire un webinaire avec vous d'ici peu. Avec plaisir, Baba. Pourquoi pas, avec plaisir. Clairement. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Tac.